Donc point 2, règlement général de police, modification et adoption. Étant donné qu'il y a lieu d'actualiser l'ordonnance générale de police en fonction des modifications législatives intervenues, considérant qu'il incombe au pouvoir communal de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité et de la tranquillité publique, le Collège propose au Conseil d'abroger le règlement général de police adopté le 26 du 4 2012 et d'adopter le nouveau règlement général de police proposé. Je remercie Alain Lambert, chef de corps de la zone de police Basse-Meuse, ainsi que Paul Nord, commissaire du poste local de Dalem, d'avoir accepté de nous présenter brièvement le RGP et surtout de répondre à vos questions sur le nouveau RGP. Je les invite à venir parmi nous. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les experts, je vais commencer par là d'ailleurs, et bonjour à tous les citoyens présents dans la salle aussi. Le règlement général de police, donc effectivement, on est déjà un. On a proposé de le modifier. Quand je dis qu'on a proposé de le modifier, ce qu'on a surtout fait, c'est essayer de répondre à la loi de juin 2013, qui demandait aux communes de bien vouloir adapter le règlement général de police. Et il y a en fait très peu de modifications par rapport au règlement général de police que vous connaissez et qui est actuellement utilisé. Alors, pour plus de facilité, ne vous étonnez pas si de temps en temps je remplace cette formule, le règlement général de police, par le RGP. Tout le monde, évidemment, aura déjà compris ce que ça signifie. Alors, comment est-ce qu'il va s'articuler? En fait, il va s'articuler en 4 titres. Il y aura d'abord un premier titre sur ce qu'on appelle les infractions mixtes, un second titre qui sera les infractions telles que reprises dans l'actuel RGP avec quelques modifications. Ensuite, il y aura un troisième titre avec la délinquance environnementale et aussi tout ce qui concerne le bien-être animal. Et il y aura enfin un quatrième titre avec des infractions de roulage, plus particulièrement des infractions de stationnement. Pourquoi est-ce que, parce que finalement, je pense que c'est bien une des questions primordiales, pourquoi est-ce qu'on ajoute toutes ces matières-là? Alors, je n'ai pas l'habitude de pratiquer la langue de bois et je pense que chacun d'entre vous est suffisamment informé pour savoir qu'il y a toute une série d'infractions qui ne savent plus être poursuivies par le parquet. Et il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas crier à rose sur ce parquet. C'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas ou plus les moyens. Alors, il ne m'appartient pas ici de donner des considérations politiques ou philosophiques, mais force est de constater qu'effectivement, il y a de moins en moins de moyens pour cette partie de la fonction publique et pour ce qui est le pilier justice. Donc, le législateur s'est penché sur la question et il a estimé que par rapport à certaines infractions que moi, je qualifie de peut-être un peu moins importantes que d'autres, il fallait quand même néanmoins apporter une réponse. Alors, apporter une réponse, c'est difficile. Et le législateur a pensé que ce qui était préférable, c'était de pouvoir l'introduire au niveau de règlement général de police, parce que là, on était à peu près certain qu'il y aurait une sanction. Et qu'en plus de ça, la sanction serait beaucoup plus rapide que dans l'état actuel de la justice. Alors, si je reprends titre par titre, le premier titre concerne donc ce qu'on appelle les infractions mixtes. Alors, un petit mot concernant la définition des infractions mixtes. Pourquoi mixtes? Parce qu'elles se retrouvent dans 2 textes
en même temps. Elle se retrouve d'abord dans le code pénal et elle se retrouve en même temps dans le règlement général de police. Et la base de cette réflexion-là, c'est que si l'un ne peut poursuivre, l'autre va le faire. Alors, on a déjà mis quelques infractions mixtes en 2012. Et elles étaient assez limitées, elles tournaient principalement autour des dégradations, des tapages nocturnes, des violences légères. Ce qu'on appelle les violences légères ou les voies de fait, c'est qu'on bouscule quelqu'un, par exemple, et il n'y a pas de conséquences. Ici, le législateur va plus loin. Il demande que l'on intègre dans le RGP des délits. Des délits dont certains peuvent peut-être heurter, parce que si je vous dis que les coups et blessures demain figureront dans le RGP, vous pouvez vous dire, mais que fait le parquet qui ne poursuit même plus les coups et blessures? Ce n'est pas tout à fait exact. Je crois que ce n'est pas la lecture qu'il faut avoir. La lecture qu'il faut avoir en matière de coups et blessures, par exemple, c'est de se dire que s'il n'y a pas de conséquences, parce que qu'est-ce que peut être une conséquence? Ça peut être, par exemple, une incapacité de travail, ou bien ça peut être la perte d'un organe, d'un membre. Bon, voilà. Ça, c'est une conséquence, et il est clair que là, le parquet ne va pas se soustraire à ses responsabilités. Il va continuer à poursuivre. Néanmoins, il y a des coups qui peuvent être portés, qui font mal, des rougeurs, des ecchymoses, peut-être un peu de sang qui va couler à la commission des lèvres, des choses de ce style-là, je dirais. Et donc ça, alors, il n'a plus le temps de poursuivre. Il y a d'autres infractions qui sont reprises au niveau des infractions mixtes et qui peuvent paraître un peu étonnantes aussi quand je vous parle du vol. Donc hier, le vol, c'était uniquement une matière pénale poursuivie par le parquet. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Mais est-ce que ça veut dire que tous les vols seront d'office traités par le règlement général de police? Non, bien sûr. Et même ceux qui seront repris dans le règlement général de police, il y aura aussi des circonstances de fait qui feront qu'ils ne seront pas poursuivis. Si je vous dis le vol simple, donc le vol simple, c'est la soustraction frauduleuse d'une chose qui appartient à autrui, je prends simplement, sans commettre de violence, je ne bouscule pas Madame Lebeau, et je m'en vais, ça c'est ce qu'on appelle un vol simple. Ça, ce sera poursuivi par le RGP, sauf si l'auteur des faits, par exemple, est un étranger, ou bien qu'il est un récidiviste. À ce moment-là, ce ne sera plus le RGP qui traitera, ce sera de nouveau le parquet qui reprendra la main. Donc il faut, je crois, en tout cas en matière d'infraction mixte, faire bien attention que ce n'est pas parce que vous allez lire quelque chose écrit dans le règlement général de police que d'office, dans toutes les circonstances, le parquet ne jouera plus son rôle. Alors, donc ça, vous pouvez aussi vous demander pourquoi finalement est-ce que le parquet ne poursuit pas? Je pense déjà l'avoir expliqué, et j'ai donné la raison principale, c'est qu'il a de moins en moins de moyens. Si, et c'est un exemple, et vraiment un petit exemple, si je vous dis que le cadre du parquet de Liège est de 69 magistrats et qu'on l'a réduit à 55 magistrats, eh bien je vous donne là une explication du pourquoi le législateur a dû s'adapter. Voilà. Et il a préféré qu'il y ait une réponse, si petite soit-elle, il a préféré qu'il y ait une réponse et qu'il y ait une sanction éventuelle, plutôt que de rester sans rien faire et d'accepter que pour un certain nombre d'infractions, le parquet, comme il en a le droit, comme c'est dans la loi, fasse usage trop souvent de sa prérogative de classement sans suite. Donc vous savez que quand il y a des dossiers qui, pour différentes raisons, il y a des critères, évidemment. Il faut par exemple qu'il n'y ait plus de préjudice. Mais quand il n'y a plus de préjudice, c'est un des critères qui fait que le parquet, dans un certain nombre de cas, peut classer l'affaire sans suite. Alors au niveau du titre 2, et donc ça c'est l'actuel règlement général de police, celui que vous connaissez à l'heure actuelle, il y a eu très peu de modifications. Néanmoins, il y en a quand même eu quelques-unes. Il y a des modifications que je dirais légales, et il y a des modifications que nous avons apportées au sein de la zone de police. Et il y a eu de nombreux débats en matière de chiens. Si vous allez relire le règlement général de police de 2012, vous pourrez comprendre que la volonté, à ce moment-là, du conseil de police et des différents conseils communaux qui ont dû entériner
général, eh bien, était d'éradiquer un certain nombre de races de chiens. Donc, mon prédécesseur avait classé, avec l'aide des gens qui ont fait avec lui le RGP, il avait classé les chiens dans 3 catégories. Une catégorie 1 pour les chiens très dangereux, une catégorie 2 pour les chiens dangereux, une catégorie 3 pour les autres. Et donc, à partir de là, les communes interdisaient que les gens achètent à un moment donné, à l'issue d'un délai de 2 ou 3 ans, donc ça devait démarrer, si je ne m'abuse, en 2012 pour se terminer en 2015, eh bien, on n'aurait plus vu un certain nombre de chiens de ces catégories 1 et 2, ou en tout cas, si on les avait encore vus, ils auraient été castrés et on aurait dû prendre des mesures par rapport à eux. Il faut constater, et là c'est peut-être une pierre dans le jardin de la police, que les policiers n'ont pas su faire appliquer ce règlement général d'une manière sensu stricto. Je veux dire que pour les policiers, c'était parfois extrêmement difficile d'avoir affaire à un chien de catégorie A, un American Staffordshire par exemple, ou un Rottweiler, et de dire au propriétaire, monsieur, vous savez que vous devez vous en débarrasser, il y a un règlement qui est prévu et vous devez vous soumettre au règlement. Et par rapport à ce message que devaient faire passer les policiers pour un chien qui finalement était gentil, n'avait jamais montré un comportement agressif, c'était difficile. On ne parvenait pas à faire appliquer ça. Donc, à partir de là, on a eu une réflexion en collège, en conseil de police, en groupe de travail aussi, bien évidemment. Et il y a eu des débats. Fallait-il laisser le règlement tel quel, ou bien est-ce qu'il fallait un peu l'amender? Et finalement, il a été choisi de l'amender. Et donc, plutôt que d'essayer d'éradiquer ces races de chiens, on a décidé de les accepter, mais de montrer beaucoup plus strict et beaucoup plus rigoureux par rapport aux mesures à prendre. Et donc, une fois que ce règlement général de police sera appliqué partout dans toute la zone, mon but, ce sera de convaincre des collègues qui sont sur le terrain au quotidien de faire appliquer ça, et notamment que les chiens soient tenus en laisse. Et que les chiens qui sont repris dans les catégories 1 et 2, parce que ça, nous n'y avons pas touché, soient munis d'une muselière lorsqu'ils sont en chemin. Et que ces chiens très dangereux et dangereux, ils soient hébergés dans une infrastructure qui ne permette pas qu'ils sautent une clôture et qu'ils aillent égorger les poules à côté ou qu'ils aillent égorger le petit chien à côté. Voilà. Donc, je dois vous dire que nous ne sommes pas la première commune à avoir eu cette réflexion-là. Cette réflexion-là, elle s'est étendue un petit peu partout, dans le Hainaut, dans le Luxembourg, en Flandre aussi. Et de plus en plus de communes préfèrent, et moi je suis assez favorable à ça aussi, préfèrent essayer de prendre des mesures qui sont applicables, plutôt que de voter des règlements qui ne seront pas appliqués par la suite pour un tas de raisons, et notamment par la police. Parce que déjà ici, je peux vous dire qu'il n'y a pas que la police qui va faire respecter ce règlement-là, il y aura d'autres agents qui peuvent éventuellement verbaliser le cas échéant. Les modifications légales dont je vous parlais tout à l'heure et qui concernent les 2 premiers titres, ce sont des modifications concernant les amendes. Les amendes, le montant va être augmenté. Il va passer à 350 €. Donc le fonctionnaire sanctionnateur pourra punir une infraction jusqu'à 350 € et 175 € pour les mineurs. Et ça, c'est une deuxième modification. C'est que désormais, les mineurs pourront être sanctionnés d'une SAC. Donc c'est une sanction administrative, donc d'une amende en fait. Et elle est limitée à 175 €. Voilà. Alors, par rapport aux mineurs, savoir aussi qu'il y a eu un choix. Est-ce que la loi de 2013 permettait que l'on poursuive les mineurs à partir de l'âge de 14 ans ou bien à partir de l'âge de 16 ans? La zone de police a choisi de les poursuivre à partir de l'âge de 16 ans. Je pense qu'en deçà de 16 ans, ce n'était
peut-être pas tout à fait indiqué, en tout cas ça c'était mon sentiment, je suppose qu'il a été partagé par le collège et puis par le conseil, puisque c'est comme ça qu'il s'est prononcé. Par rapport aux mineurs aussi, savoir que la loi impose un certain nombre de procédures. Donc il est hors de question de ne pas entendre un mineur. Il est hors de question de ne pas lui proposer une prestation citoyenne. Une prestation citoyenne, c'est un certain nombre d'heures à travailler, par exemple, dans les communes. Pour les mineurs, c'est un maximum de 15 heures qui doivent être prestées dans un délai de 6 mois. Voilà. Mais ça, c'est une mise en place qui doit être faite éventuellement par la commune, mais qui sera gérée par le fonctionnaire sanctionnateur. Cette prestation citoyenne est maintenue aussi pour les majeurs. Donc, les majeurs peuvent négocier avec le fonctionnaire sanctionnateur et ils peuvent dire l'amende est trop forte, je ne saurais pas la payer, et donc moi je souhaiterais plutôt faire une prestation citoyenne qui va aussi consister en un certain nombre d'heures. Là, le maximum est porté à 30 heures, mais doit être réalisé dans les 6 mois aussi. Voilà. Ça, ce sont les modifications qui, me semble-t-il, sont les plus importantes. Il y a alors le titre 3, qui est un titre, à mon sens, à moi qui ne suis pas spécialiste de l'environnement, qui concerne en fait les décrets à la délinquance environnementale, plus au bien-être animal, etc., qui ont été intégrés à la demande du législateur aussi, et qui, moi, j'estime, sont un peu l'affaire de spécialistes, mais donc il y aura de toute façon un texte, et si nous en avons besoin, évidemment, nous allons l'utiliser et l'appliquer. Et alors il y a le titre 4 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait un titre très spécifique qui concerne 2 infractions de roulage. Tout ce qui a trait au stationnement et aux infractions de première, deuxième et quatrième catégorie, pas troisième. Et d'ailleurs, les infractions de troisième catégorie ne concernent pas le stationnement. C'est pour ça que si vous lisez ou vous avez lu le règlement général de police, le projet, vous verrez qu'on passe de catégorie A à catégorie 2 et à catégorie 4. C'est tout simplement parce que les catégories 3 ne concernent pas le stationnement. On n'avait pas les reprendre, on ne pouvait pas les reprendre. Et il y a une autre infraction un peu plus spécifique aussi, c'est que dans les zones piétonnes, on pourrait être amené aussi à verbaliser, plutôt qu'envoyer le PV vers le tribunal de police, parquet de village, l'envoyer vers le fonctionnaire sanctionnateur, mais là il y a une réserve assez importante, c'est que pour ce faire, il faudrait que l'infraction ait été filmée. Voilà, il y a des zones piétonnes qui disposent de caméras. Je ne sais pas si dans la zone, il y en a encore beaucoup, je ne pense pas. Voilà, la zone, évidemment, c'est les 6 communes. Alors, en ce qui concerne le titre A, donc les infractions mixtes, avec l'exemple que j'ai utilisé concernant les communautés civiles, et le titre 4, celui dont je viens de parler pour les infractions de stationnement, il faut que, une fois que le RGP sera approuvé partout, il faut signer un protocole d'accord avec le parquet. Pourquoi? Parce que ce protocole d'accord va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que d'office, on ne devra plus passer par le parquet, parce que dans la procédure à l'heure actuelle, on doit faire un PV qu'on envoie au parquet, qu'on envoie au fonctionnaire sanctionnateur. Le fonctionnaire sanctionnateur doit attendre 2 mois pour savoir si le parquet fait usage de son classement sans suite, s'il poursuit ou bien s'il ne fait rien. Et puis le fonctionnaire sanctionnateur peut s'en emparer en signant le protocole d'accord. Et je peux vous garantir que le parquet est demandeur et qu'il attend que nous ayons terminé pour le signer. Eh bien, on va passer outre cette étape et les PV seront envoyés directement au fonctionnaire sanctionnateur et il y aura une réaction plus rapide. Voilà. Plus rapide, je l'espère, et j'y crois au moins pendant un certain temps, puisque l'engorgement du parquet risque à un moment donné de se retrouver au niveau des fonctionnaires sanctionnateurs aussi, puisqu'ils vont passer d'un certain nombre d'infractions à gérer à un nombre d'infractions qui sera, à mon avis, beaucoup plus important. Pour la petite histoire, savoir que dans la zone de police, il y a l'un ou l'autre fonctionnaire sanctionnateur qui sont en fait les DG des communes et qui vont, en tout cas, au moins pour l'un d'entre eux, il va renoncer parce qu'il s'est dit que ça va faire beaucoup. Voilà, terminer la parenthèse. Donc, de prime abord comme ça, je ne crois pas bien
ce que je pourrais ajouter d'autres, mais j'imagine bien qu'il y aura une autre question. Et voilà, je préciserai au fur et à mesure des questions si c'était nécessaire. Monsieur le Bourret. Je vous remercie pour l'exposé. Y a-t-il des questions? Oui. Mais moi j'avais une remarque. D'abord, je voudrais remercier parce que c'est vrai que ce que vous avez expliqué permet quand même de mieux comprendre le but du règlement. Parce que quand on le lit comme ça, de brut en blanc, c'est plus qu'indigeste. Oui. Donc, le but est quand même que le citoyen sache ce qui lui est interdit ou pas. Or, en lisant ça, je m'excuse, mais c'est quand même pas très clair. Et il y a des choses que je trouve aussi qui ne sont peut-être pas correctes ou un peu bizarres. Donc, je pense que, bon, la finalité profonde, c'est quand même d'assurer aux habitants des communes de vivre en paix, de manière harmonieuse entre eux. Et là, je pense qu'au minimum, il faudrait mettre un texte, je vais dire, en langage commun, accompagnant pour expliquer ça pour le citoyen, parce que ça, je ne suis pas sûre que d'abord les gens vont le lire et enfin, c'est un peu sceptique. J'ai quelques petits exemples, pas du tout exhaustifs, mais des petits exemples qui m'ont frappé. Par exemple, quiconque aura en dehors des cas visés aux articles 510 à 520 du Code pénal, détruit par quelque moyen que ce soit, en tout, en partie ou mis hors d'usage à dessein de nuire, des voitures, wagons et véhicules à moteur. Et le vélo. Je suis concernée, j'ai porté au moins 5 fois plainte à la police parce qu'on m'a mis même un vélo à la gare de Visée. Ben, bon. Vous voulez que je réponde fois par fois ou vous attendez? L'ensemble, enfin, sauf si vous avez une réponse sur ça, oui, Non, allez-y. comme vous voulez. Allez-y, oui. Oui. Voilà. Donc d'abord, il faut savoir que ce texte-là a été transcrit du Code pénal, puisqu'il faut, quand un policier ou même n'importe quel verbalisant, parce qu'il n'y a pas que les policiers qui verbalisent, il doit le faire sur une base légale. La base légale, dans ce cas-ci, c'était le Code pénal. C'est pour ça qu'on parle de wagon, etc., parce que dans l'article du Code pénal, c'est ainsi que c'est repris. Et effectivement, le vélo n'est pas repris. Effectivement, parce que les infractions visaient des véhicules, en fait, qui peuvent se mouvoir à l'aide d'un moteur, d'une mécanique, pas des gens. Mais il y a quand même une réponse à apporter. S'il y a une dégradation à votre véhicule, il y a une infraction qui est prévue pour ça. Pas une infraction pour la dégradation de vélo, mais pour la dégradation De bien d'autrui, je suppose. Oui. Dans ce cas-ci, immobilière. Voilà. Donc, c'est prévu. Mais effectivement, je peux concevoir que le citoyen qui va dire ça et qui n'est pas habitué, oui. Je pense que les autres, c'est sans doute dans le même genre. Enfin, bon, un autre, c'est encore dans l'article du Code pénal, mais quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs âmes. Je peux les abattre gentiment, même. Je sais pas, mais c'est. Non, mais c'est pas par accident. En fait, c'est vrai. Vous n'avez pas tout à fait tort quand vous dites qu'il faut que ce soit bien compris par le citoyen. Mais c'est ça, en fait, c'est le but des exemples ici. Bon, j'ai bien vu que ça vient du Code pénal, mais je me dis, pour le citoyen qui doit, je vais dire entre guillemets, travailler avec un texte pareil, c'est un peu. C'est pas pratique, c'est pas. Moi, je m'étais dit qu'un règlement, justement, général de police devait être pratique et utilisable par les citoyens, de dire, ben voilà. Concernant ceci, bon, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas. C'est pas ça. Bon, j'ai encore un autre exemple tout à fait pratique. Quiconque, sauf disposition légale contraire, se sera présenté dans les lieux accessibles au public, le visage masqué ou dissimulé, en tout ou en partie, de manière telle qu'il ne soit pas identifiable. Je reprends encore le même exemple du vélo. Moi, en hiver, en vélo, j'ai une cagoule. Oui. Donc, je suis en infraction. Sauf, c'est oui et non. Oui, mais Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est oui et non. Oui, mais non. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a une interprétation légale, avec un texte légal, dont on ne peut pas déroger, mais alors il appartient à celui qui le contrôle de vous fournir des explications. Un policier doit être capable de vous expliquer ça. Et il doit notamment être capable de vous expliquer que quand vous prenez l'exemple avec les armes,
quand on dit méchamment, ça souligne la volonté. Donc quelqu'un qui abattrait un arbre accidentellement, parce qu'il roule à vélo, qui tombe sur un petit buisson et que le propriétaire n'est pas content, hein, il ne l'a pas fait volontairement. Ce n'est pas comme s'il avait pris une poignée et qu'il avait commencé à abattre. Et donc, dans le sens du code pénal, il y a ce qu'on appelle les éléments constitutifs d'une infraction, et dans les éléments constitutifs d'une infraction, il y a le dogme, la volonté. Et donc, le législateur, quand il a écrit ça, vous savez quand il a écrit ça? Il a écrit ça en 1867. Hein, le code pénal date de 1867. Eh bien, il a insisté pour que on fasse bien la distinction entre ce qui était un acte volontaire et méchant et un autre. Et donc, je reviens à ce que je dis, c'est que il faut que le policier soit capable de nuances et d'explications. Et donc, si je reprends votre dernier exemple, vous dites, moi, quand je suis en vélo, je suis camouflé en hiver, hein, il faut problème. Si vous faites arrêter par un policier, ben, d'emblée, vous allez vous découvrir. Et c'est ça le but. Et qu'est-ce que le législateur recherchait là? Moi, je crois que tout le monde ici se doutera en fait de ce qu'il y avait dans l'intention du législateur. C'était de ne plus autoriser que des gens mettent au quotidien, c'est-à-dire en dehors d'une période de carnaval où c'est autorisé. Mais en dehors de cette période de carnaval, qu'ils mettent quelque chose sur sa tête pour ne pas qu'on puisse s'identifier. Et là, évidemment, on en vient à la sécurité, il y a tout ce qui se passe à l'heure actuelle depuis 2014, ça démarre. Oui, non, je comprends bien, mais donc, le but de mes exemples, c'est de vous montrer que je trouve que le règlement échappe un peu à son but, qui est quand même d'informer le citoyen. Parce qu'il n'est pas clair, il n'est pas... Non, voilà. Bon, je suis d'accord que là, il y a des règlements de la loi, on est tous censés mettre la loi, mais je trouve qu'au niveau local, ce serait bien de faire un texte qui soit compréhensible par les gens. Oui, sauf qu'on doit rester dans le créneau légal et que je ne peux pas non plus utiliser n'importe quel... On ne peut pas faire un addendum explicatif. Sont d'anciennes contraventions du code pénal, donc ceci est vraiment, tout ça est vraiment repris mot en mot ici dans. Il n'y a pas le choix. Maintenant, encore une fois, et j'insiste là-dessus, je pense que c'est bon que tout le monde le sache. Un policier ne doit pas être gêné de dire je ne sais pas très bien ce service, il doit pouvoir se renseigner et il doit pouvoir renseigner le citoyen. Ça, c'est une mission de base, c'est une mission de proximité. On ne peut pas tout savoir, on n'a pas cette prétention-là non plus. Sauf que si on me pose une question et que je ne sais pas répondre, je vous dirai, écoutez, laissez-moi 1 heure ou 2, je vais vous contacter téléphoniquement, je vais vous fournir l'explication. Voilà, et je pense qu'à ce moment-là, le policier, s'il ne sait pas, il doit aussi se renseigner, il doit pouvoir expliquer. Concernant l'information du citoyen, à noter que déjà depuis le début 2013, dans le bulletin communal, oui, avec le commissaire de police, on remet chaque fois un article reprenant un article qui provient du règlement général de police. Ça s'appelle devoir du citoyen. On reprend chaque fois un article pour essayer d'informer le citoyen sur les choses les plus courantes, parce qu'il y a des choses peu courantes. Maintenant, on parle des haies, des zones de stationnement, des neigements sur trottoir, des choses comme ça, où le citoyen, c'est bien qu'ils sachent tout ça. Et moi, je pense que pour le policier lui-même, on met dans la peau du jeune policier qui vient d'être engagé et à qui on donne ça, voilà mon ami, vous avez 1 mois pour étudier ça, et puis, hop, sur le terrain, vous devez l'appliquer. Un jeune qui dit, etc. Bon, à mon avis, il y aura pas mal de questions et il se posera pas mal de questions. Est-ce qu'il y a un petit texte explicatif qui est à l'usage des policiers pour qu'ils puissent bien comprendre et qu'ils n'interprètent pas les arguments, justement, parce que justement, dans le GNA, le policier interprète mal un article
se fait dans certaines matières juridiques. Et bien voilà, vous avez des commentaires, ou il y a même des ouvrages spécialisés qui vous donnent tous les commentaires. En matière de marché public, par exemple, vous avez les ouvrages des femmes et autres qui vous donnent des commentaires en vous disant voilà, sur chaque article de la loi sur le marché public. Ben, ici, est-ce qu'il n'y a pas, ou est-ce qu'on ne prévoit pas le travail d'un juriste de premier plan qui ferait un ouvrage commentaire, si vous voulez, sur ce RGP. Alors, d'abord la première chose, c'est que concernant les infractions mixtes que vous soulignez, le policier il les voit. Donc, quand il sort de l'académie, il passe quand même un an à l'académie, il a un cours de code pénal, de procédure pénale, etc. Et donc ça, il sait déjà, il pourrait déjà répondre à ce que j'ai répondu ici aujourd'hui. Maintenant, on est quand même conscient que c'est nouveau. Hein, et notamment avec tout ce qu'on a ajouté, puisque je vous ai dit que les modifications, en fait, c'était beaucoup d'ajouts en réalité. Et donc, ce qu'on va faire chez nous, c'est qu'on va donner des formations à notre personnel. Donc, il va y avoir plusieurs séries de formations pour leur apprendre à utiliser le règlement général de police. C'est pour ça que je ne pense pas que les policiers de terrain vont jongler avec ça pendant quelques mois. D'abord parce qu'ils devront avoir des formations, et puis en plus parce qu'ils devront le mettre en œuvre. Et que, d'ailleurs, M. Bourquin l'a dit tout à l'heure, il y a des infractions qui n'apparaissent que très rarement. Et peut-être un policier peut faire une carrière complète sans avoir rencontré une seule des infractions qui est reprise, enfin, quelques infractions qui sont reprises ici dans le RGP. Mais donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va avoir sous forme plastifiée et réduite, donc un peu comme un petit carnet, si vous voulez, un peu de ce format-ci, hein, comme ça, voilà, plastifié, qu'il aura avec lui et qu'il va utiliser régulièrement avant, pendant et après ces formations. Ces formations que nous allons lui donner en interne. Ça c'est clair. Dans lequel il y aura l'ensemble du règlement général de police. Oui. Et donc il pourra, en chemin par exemple, il devra l'avoir avec lui et il devra pouvoir le consulter. Pourquoi? Parce que, notamment en ce qui concerne la police de quartier, c'est ce qu'on appelle la police orientée vers la communauté. Donc moi j'insiste, je souhaite que nos policiers passés-votants soient à l'écoute de la population. C'est pour ça qu'on leur a fait avoir des GSM et qu'ils puissent être contactés pour donner des renseignements. Bon, le policier, il ne sait pas être partout. Ça, c'est clair. On ne peut pas mettre de policiers partout. Je ne crois pas d'ailleurs, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne serais absolument pas favorable à ça. Mais il ne saurait pas être partout. Mais on doit pouvoir le contacter à un moment donné. Si même on ne le voit pas passer dans la rue, si même il ne répond pas immédiatement au téléphone, il est peut-être en récupération ou en descente de nuit, à un moment donné, il doit pouvoir être contacté par le citoyen. Et quand il est contacté par le citoyen, il doit pouvoir répondre. Si même il ne répond pas dans l'immédiat, voilà. Et ça, j'estime que c'est une mission importante pour un inspecteur de quartier. Je sais qu'ils sont confrontés à un énorme problème, c'est que la masse de travail, et croyez bien que je suis bien placé pour le savoir, ne cesse d'augmenter. Le travail administratif, ce qu'on qualifie nous de travail administratif, c'est la rédaction des PV, c'est faire des domiciles, mais c'est autre chose aussi. C'est devoir faire des rapports, c'est à un moment donné devoir consacrer 2 ou 3 heures de son temps à accompagner un huissier, des choses comme ça. Toutes ces choses-là, le policier doit les faire. Donc, ça vient grever sa capacité et de disponibilité par rapport aux citoyens. Mais, depuis 3 ans, je travaille à essayer de rendre de la capacité aux policiers. Et donc, ceci, le RGP, ça doit être considéré comme un outil. C'est un outil pour eux. Si vous voulez, comme le code pénal, c'est exactement la même chose. Et ils doivent apprendre à l'utiliser. Ça, c'est sûr. Maintenant, comme tous les textes, est-ce que tous les textes vont être appliqués à la lettre? Est-ce que tous les policiers auront la capacité de passer partout et de dire ça c'est une infraction, ça vous ne pouvez pas? Non.
inutile d'y penser. Je vous donne déjà la réponse, c'est non. Mais quand je dis que c'est un outil, c'est parce que s'ils sont confrontés à une demande et que la prévention ne suffit pas, c'est-à-dire, vous savez, ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas autoriser, ou bien votre règle, vous devez la coupler. Vous ne voulez pas la coupler, je vous laisse un délai de 8 jours. Vous ne la coupez pas dans les 8 jours, et bien là, je vais vous verbaliser. C'est dans cet esprit-là que je souhaite que nos policiers travaillent. En sachant bien que poursuivre tout, c'est une réalité. Et je vous comprends très bien, nos arguments sont tout à fait pertinents, mais il faut aussi se mettre dans la peau des conseillers communaux qui doivent approuver ça. Or, moi, j'estime comme conseiller communal que je ne peux approuver qu'en toute connaissance quelque chose, un texte comme ça, qui est quand même l'indication criminale, je ne peux l'appliquer qu'en sachant quels sont les tenants et aboutissants. Bon, avec l'affaire publique à l'heure actuelle, on voit bien qu'il y a des gens qui étaient administrateurs à très haut niveau, etc., qui ont approuvé les choses sans savoir ce qu'il y avait dedans. Et moi, je ne veux pas tomber dans ce travers-là. Et le problème, il n'est que là, finalement. Donc, je répète finalement ce qu'a dit ma collègue Autorix, c'est que s'il y avait un genre de rapport au roi ou bien un vadémécum qui accompagne ce texte, qui permet de savoir exactement jusqu'où ça peut aller et jusqu'où ça s'arrête, eh bien, je serais beaucoup plus à l'aise pour voter ce texte-là. Donc, ça doit être voté dans toutes les communes. Les 5 autres communes, je pense, ont déjà approuvé à l'unanimité. Ça a été aussi voté déjà une première fois au Conseil des zones de police. Donc le but ici est de l'approuver pour que ce soit le même règlement dans toutes les zones, dans toutes les communes de la zone Basse-Meuse. Donc ici, si vous n'avez pas confiance, vous pouvez vous abstenir, c'est un choix. Maintenant, je pense que vous ne saurez pas indéfiniment vous fournir des explications supplémentaires pour vous conforter dans votre choix. À un moment donné, on est élu pour une décision. Voilà, on s'abstient, on vote contre, on vote oui. Donc on doit avancer. Donc maintenant, c'est votre liberté de vous abstenir. Oui. Bien peut-être. Vous avez dit que dans certaines infractions, j'ai oublié lesquelles, si c'est à l'étranger ou si c'est un récidiviste, le parquet poursuit les étrangers, vous considérez que c'est quoi? Ça, c'est un exemple que j'ai utilisé pour vous dire que ce n'était pas réducteur, c'est-à-dire que ce n'était pas exhaustif, non, plutôt, devrais-je dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le cas du vol simple, eh bien, le parquet ne donne pas la main au règlement général de police dans tous les domaines. Et il y a des domaines où il garde la main. Donc, s'il doit traiter une affaire avec un étranger, quand on dit un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas domicilié en Belgique. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés de procédure. Et donc, en regard de ces difficultés de procédure, le parquet, qui a déjà une procédure en cours et des accords avec les autres pays européens, etc., lui peut poursuivre, que nous, avec le fonctionnaire sanctionnateur, on ne saura pas poursuivre. Donc, il ne faut pas avoir, dans l'exemple que j'ai utilisé, une forme... Voilà, exactement. C'était simplement un exemple. Comme j'ai utilisé l'exemple dans les coups et blessures, où j'ai dit que s'il y avait des conséquences importantes à la suite de coups et blessures, il est clair que le parquet va garder la main. On ne va pas quelqu'un qui s'est fait tabasser à la sortie d'un commerce à 6 heures du soir parce qu'il a bousculé quelqu'un et qui se retrouve hospitalisé et dans le coma, on ne va pas faire une sanction administrative. Pourtant, ce sont des coups et blessures. Vous comprenez? J'ai simplement voulu dire... Voilà. Non, ne vous méprenez pas, je me suis peut-être mal exprimé, mais ne vous méprenez pas sur mes propos. Je veux simplement dire une chose aussi à M. Claus, et à tout le monde, de toute façon. C'est que les textes ici qui ont été repris dans le RGP existent déjà par ailleurs. Parce que les infractions mixtes sont dans le code pénal. Les infractions de stationnement sont dans le règlement de police, dans l'arrêté royal de 75.
Le décret qu'on nous a demandé d'intégrer existe déjà. Donc, quelque part, ce n'est pas nous autres qui avons écrit quelque chose pour le mettre dans le RGP. C'est le législateur qui nous a dit, voilà, vous avez cette possibilité-là, parce que nous préférons qu'il y ait en tous les cas un suivi, plutôt que finalement de devoir constater qu'il y a parfois certaines autorités, je vais les appeler comme ça, certaines autorités qui ne savent plus tout à fait jouer leur rôle. Je crois que c'est vraiment C'est plus d'avancer. Mais voilà, maintenant, la commune de Dahlem doit se fournir de règlement général de police. Si on s'abstient tous, si on vote contre, il n'y a pas de règlement général de police, donc on ne sait pas sanctionner. On ne donne aucun moyen aux policiers de sanctionner une voiture mal stationnée, une haie qui dépasse, un trottoir non déneigé, donc on ne sait pas avancer. Donc à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Maintenant, c'est le choix de chacun. Chacun va le faire en âme et conscience, avec les informations reçues et les nombreuses explications données aujourd'hui. Donc je propose que maintenant on passe au vote. Je veux dire aussi qu'on n'est pas dans des affaires financières. Non. Passons au vote maintenant. José, oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. Je vous remercie, monsieur le chef de corps, monsieur le commissaire, pour votre présence, pour cette explication. Merci. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, merci de votre accueil et de votre écoute. Au revoir et bonne soirée.